On était au Cinoche en famille et au restaurant ensuite dimanche soir et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redis, tu m'envoies un petit SMS et tu rappelles. Là je vais aller coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Bonjour, bienvenue sur Infocrime. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la tuerie de Nantes, l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès. On va passer en revue ce qui s'est passé, les pistes qui ont été étudiées, et aujourd'hui je vais vous faire découvrir plusieurs pistes qui n'ont jamais été exploitées, ou du moins on l'a pas su dans les médias, et vous allez voir que ces pistes, à mon sens, elles pourraient expliquer beaucoup de choses. On va commencer par faire rapidement la chronologie de l'affaire. Ça sert à rien de s'attarder parce que je vais pas vous rabâcher ce que vous pouvez déjà trouver dans toutes les vidéos sur Xavier Dupont de Ligonnès. Donc on commence. 1961, naissance de Xavier Dupont de Ligonnès à Versailles. 1982, il se fiance avec une femme qui s'appelle Agnès Odinger. Mais la même année, il se sépare parce qu'il rencontre en fait une femme lors d'un voyage, une Allemande, et il plaque Agnès. De 1989, premier voyage aux États-Unis avec un ami à lui qui s'appelle Michel Rétif. Ce voyage, il va beaucoup le marquer, et avec Michel Rétif, ils vont créer des liens très forts. Finalement, en 1991, il finit par se marier quand même avec Agnès Odinger à Draguignan. Draguignan, c'est pas loin de là où il a été aperçu la dernière fois après la tuerie. 1999, il ouvre une boîte qui s'appelle la Route des Commerciaux, et c'est cette boîte qui va vraiment le mettre dans la mouise, disons. Parce qu'il la gère très mal, il commence à avoir des dettes à droite à gauche, et c'est le début de la déroute. 2005, pendant 3 mois, Xavier Dupont de Ligonnès se sépare de sa femme, et il part à droite à gauche trouver des maîtresses, etc. En 2009, justement, il a une liaison avec une amie à lui, qui s'appelle Catherine. Et cette femme, elle va avoir un rôle clé dans l'affaire, parce qu'en fait, elle prête des sous à Xavier Dupont de Ligonnès pour qu'il éponge ses dettes qu'il a eues avec la Route des Commerciaux. Et il va faire n'importe quoi avec cet argent. Il éponge certaines de ses dettes, mais il mène aussi la grande vie. Et après, il se retrouve qu'il ne peut plus rembourser Catherine. Et Catherine, elle va embaucher des avocats. Et c'est ça qui va mettre Xavier au pied du mur, en fait. Voyons maintenant ce qui s'est passé dans les semaines avant et après la tuerie. Donc, le jeudi 20 janvier, le père de Xavier Dupont de Ligonnès, il meurt. Et c'est là que Xavier Dupont de Ligonnès va récupérer la carabine qui va servir à la tuerie. Le samedi 12 mars, il achète des munitions et un silencieux. Le vendredi 1er avril, il achète 2 sacs de 10 kg de ciment prompt, c'est un ciment qui durcit plus vite. Des sacs à gravats, une houe lorraine et une bêche, tout ce qu'il a besoin pour creuser les tombes en fait. Le dimanche 3 avril, il va au cinéma avec la famille. Et c'est en revenant qu'il va passer le coup de fil que vous avez entendu au début de la vidéo. Cet appel, il est passé à la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, Christine. Et dans cet appel, vous pouvez déjà entendre qu'il s'efforce à paraître décontracté, mais on peut entendre le stress quand même derrière dans sa voix. C'est après avoir passé cet appel, dans les heures suivantes, qu'il va assassiner une partie de sa famille. Ce soir-là, il va tuer Agnès, sa femme, Arthur, Anne et Benoît. L'autre fils, Thomas, il n'est pas là. Thomas, il va aller le rejoindre le lendemain, le lundi 4 avril, à Angers. Il va manger avec lui. Après, il va rentrer à Nantes seul. Il laisse son fils à Angers. Et dans la nuit du 5 au 6 avril, après avoir appâté Thomas, l'avoir fait remonter à Nantes en disant que sa mère avait eu un accident, il l'abat lui aussi. Le 6 avril, Dupont de Ligonnès, il reste chez lui. Il doit préparer tout ce qui est relatif à sa fuite et au beau bar qu'il va raconter pour justifier que la famille elle a disparu. Pour justifier que la famille elle a disparu, il va dire qu'en fait il faisait l'indic pour la DEA aux États-Unis.
et que là, il avait été démasqué, et que donc la GIA, elle avait été obligée de l'exfiltrer. Et qu'ils allaient vivre avec toute sa famille à l'étranger sous une fausse identité. Le 7 avril, il est vu en train de faire des voyages entre son domicile et sa voiture avec des gros sacs à la main. Il devait ou débarrasser les vêtements pour faire croire à la fuite que la famille était partie, ou pour se débarrasser de la terre qui avait un surplus après qu'il ait enterré les corps. Le 8, il commence à envoyer les lettres justement où il explique qu'il est exfiltré lui et sa famille par la GIA. Le 9, il vide le logement d'un de ses fils en Vendée, le fils aîné Arthur. Le dimanche 10 avril, c'est là qu'il va quitter la maison de Nantes. Il va passer une nuit à l'hôtel à Pulboro en Charente-Maritime. Le lundi 11, il passe la nuit à Blagnac, près de Toulouse. Le 12 avril, il va passer la nuit dans une auberge de luxe au Pontet. Il va vivre comme un roi, manger au restaurant de l'hôtel, c'est ce que vous voyez dans tous les documentaires là. Le 13 avril, il passe la nuit aux premières classes de la Seine-sur-Mer. Le jeudi 14 avril, il passe la nuit au Formule 1 de Roquebrune-sur-Argent, dans le Var. Le vendredi 15, le matin à 10h19, il quitte l'hôtel en voiture. Il revient à l'hôtel à 16h et il repart pour de bon, pour toujours, à 16h10. Les corps, ils ne seront pas retrouvés avant le 21 avril. En fait, avant le 21, les voisins, ils avaient déjà appelé la police parce qu'ils voyaient plus de vie. Ils voyaient que tous les volets ils étaient fermés alors qu'ils n'étaient jamais fermés. Ils avaient déjà prévenu la police. La police, elle était allée sur les lieux, mais elle n'avait rien trouvé de suspect. C'est que le 21 qu'ils y retournent et que là, une des policières, elle va se rendre compte qu'au niveau de la cave, il y a quelque chose de pas clair. Et c'est là qu'ils vont trouver les corps, en fait. Et donc, vous voyez, ça fait déjà 6 jours que Xavier Dupont de Ligonnès, il est parti de l'hôtel à Roquebrune-sur-Argent. Donc, il a eu 6 jours pour partir à l'étranger sans qu'il soit recherché, sans que les gens se soient rendus compte que la famille avait été tuée et tout. Donc, petit récapitulatif. Qu'est-ce que c'est qui a pu mener à la tuerie? Donc, Xavier Dupont de Ligonnès, il s'endette à cause de sa boîte et à cause du train de vie qu'il mène, qu'il ne peut pas se payer. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait prêter des sous par un pour rembourser l'autre. Ça s'appelle la pyramide de Ponzi, ça. Il emprunte. Pour rembourser, il emprunte à quelqu'un d'autre, il rend les sous à l'un à l'autre. Et au bout d'un moment, ça s'écroule. C'est ce qui s'est passé quand sa maîtresse elle lui a prêté des sous, qu'il a pu rembourser donc certains crédits. Mais après, il a voulu mener la grande vie. Il a dépensé l'argent, donc il n'a pas pu rembourser cette maîtresse. Cette maîtresse, elle lui a mis des avocats au dos. Et de toute façon, même s'il avait pu rembourser ses dettes, il savait qu'il ne pouvait pas continuer à payer tout ce qu'il avait à payer pour ses enfants, pour son train de vie. Les écoles privées, le loyer, les ci, les là. Donc dans tous les cas, il était coincé. Il savait que son train de vie et celui de ses enfants, il allait baisser. Il ne savait pas comment ça allait se terminer. Et ça, il n'acceptait pas. Bien longtemps avant la tuerie, il parlait déjà de suicide. Il parlait déjà de se foutre sous un camion. Et il parlait même de suicide collectif. De foutre le feu à la baraque pendant que tout le monde dort. Et 1 mois et demi avant la tuerie, il y a son père qui meurt. Donc ça fait un choc émotionnel en plus. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve une carabine. Et là, il a la facilité pour commettre une tuerie. Parce que tirer sur quelqu'un, c'est plus facile que de brûler les gens vifs pendant qu'ils dorment. Voyons maintenant les pistes qui ont été explorées, les fois où Xavier Dupont de Ligonnès il aurait été vu, etc. Alors, déjà des fois où il a été vu, je ne vais pas toutes vous les citer parce qu'il y a eu plus de 1000 signalements. Mais ça peut être aussi varié que
l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Corse, la Tunisie, plusieurs villes de France. Aux États-Unis aussi, il a été vu, soi-disant. D'ailleurs, en parlant d'États-Unis, la tuerie de Nantes, elle est souvent comparée avec l'affaire John List, qui a eu lieu aux États-Unis. John List, c'est un gars en fait qui a tué sa famille en 1971 et il a été rattrapé en 1989. Et c'est vrai que c'est troublant parce que 1989, Xavier Dupont de Ligonnès, il était aux États-Unis. Donc il a peut-être entendu parler de cette tuerie, ça l'a peut-être inspiré. Mais bon, ça c'est juste des suppositions, hein. Il y a quand même quelques petites différences avec l'affaire John List, parce que bon, John List, lui, il a tué sa famille, il n'a pas essayé de cacher les corps, ni rien. Il a même laissé une lettre expliquant que c'était lui qui avait fait le coup et pourquoi il l'avait fait. Et si, oui, il avait des dettes comme Xavier Dupont de Ligonnès, il y a eu un facteur déclencheur qui était qu'il estimait en fait que sa famille, elle s'éloignait de la religion. Sa fille, elle voulait devenir actrice. Lui, il considérait que c'est immoral et il a dézingué tout le monde, mais il n'a jamais parlé de suicide. Que Xavier Dupont de Ligonnès, lui, il tue tout le monde pour, oui, parce qu'il a des dettes et qu'il a peur que le niveau de vie de sa famille baisse, mais ça, John List aussi, il disait ça. Mais c'est surtout que Xavier Dupont de Ligonnès, il essaye de faire en sorte qu'on sache pas que c'est lui, et même qu'on sache pas qu'il y a eu une tuerie. Il veut faire croire à un départ. Et ça, je pense que c'est déjà pour pas faire de la peine à la famille, pour pas que la famille, elle sache qu'ils sont tous morts, les enfants et tout. Et aussi pour pas passer pour un salaud. Pour pas que les gens, après, ils se disent « Ah, il a tué tout le monde, c'était un salaud, etc. » Les différences qu'il y a aussi entre les deux affaires, c'est que dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, pour Xavier Dupont de Ligonnès, ça va pas être aussi facile de partir en cavale que John List, parce que John List, qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, il suffisait de changer d'État américain pour brouiller les pistes. Et surtout, c'était beaucoup plus facile de changer d'identité. John List, en fait, il a juste changé son numéro de sécurité sociale pour obtenir de nouveaux papiers, et c'est comme ça qu'il a eu une nouvelle identité. Ça, Xavier Dupont de Ligonnès, il peut pas le faire comme ça en claquant des doigts. Et surtout, ça va être beaucoup plus dur pour la police de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès que John List. Parce que comment il s'est fait choper, John List? John List, il s'est fait choper à cause d'un gars qui s'appelle Frank Bender. C'était un forensic reconstruction artist. Il faisait en fait, à partir de photos et d'informations qu'il avait à propos de la personne recherchée ou disparue, il faisait des bustes en argile. Et ça, c'est comme des portraits robots, vous savez, vieillis, parce que les années, elles sont passées. C'est beaucoup plus précis, ça, parce que c'est en 3D. Et une fois qu'il avait fait ça, Frank Bender, ça a été diffusé dans une émission qui s'appelle America's Most Wanted. Et des gars qui font ça, c'est déjà rare aux États-Unis. Nous, en France, on n'en a pas, à ma connaissance. Et on n'a pas aussi d'émissions comme America's Most Wanted. Même si à non élucidé et tout ça, ça n'a pas le même impact. Parce que non élucidé, tout ça, il n'y a que des gens qui regardent du true crime qui regardent ça. Alors que America's Most Wanted, même des gens qui n'étaient pas trop intéressés par les histoires de crime et tout, ils regardaient ça quand même pour savoir s'il n'y avait pas un criminel qui traînait près de chez eux ou quoi. Et c'est dans cette émission que les voisines de John List, là où il s'était réinstallé, elles ont vu le buste, et ça correspondait vraiment à leurs voisins. Elles ont appelé les flics et c'était bel et bien John List. Ça n'arrivera pas avec Xavier Dupont de Ligonnès. Puisque vous êtes là, merci de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, je vous attends. Voilà, merci beaucoup et bienvenue au club. Donc, les pistes qui ont été creusées. La première, qui a été balayée en 2 secondes, c'est celle de l'hypothèse où il a vraiment été exfiltré par la DEA. Ça, dans le doute, ils ont vérifié, bien sûr, ça n'a rien donné. Ensuite, il y a la piste des maîtresses, parce qu'il a essayé de contacter plusieurs de ses anciennes maîtresses avant la tuerie. Dont une
qui est une Allemande, justement, celle qu'il avait rencontrée alors qu'il était fiancé avec Agnès, et qu'il avait quitté Agnès pour rejoindre cette femme, justement, en Allemagne. Il y a la piste familiale qui a été creusée. Parce que la mère et la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, elles pensent qu'il est innocent. Est-ce qu'elles l'ont aidé dans sa fuite? Alors il faut savoir quelque chose, c'est que ces deux femmes, elles sont à la tête d'une secte. Est-ce qu'il y a des adeptes de cette secte qui ont aidé Xavier Dupont de Ligonnès? Ça, ils ont étudié, apparemment ça n'a rien donné. Détail troublant, Xavier Dupont de Ligonnès, il avait un compte Facebook où il s'appelait Georgetown. Et Georgetown, c'est une ville où il y a une secte qui a commis un suicide collectif. En fait, c'était moitié suicide collectif, moitié tuerie de masse. Vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est la secte de Jim Jones. Ça s'est passé au Guyana. Pas en Guyane française, mais au Guyana. Ce compte Facebook, j'en ai pris connaissance dans l'article de Society. Vous savez, là, le long article qu'ils ont fait. Donc, si vous voulez le voir, il est disponible sur Internet en fichier PDF. Mais dedans, ils font pas le rapprochement avec la secte de Jim Jones, à Georgetown. Ensuite, il y a la piste des amis, dont deux notamment. Un qui s'appelle Emmanuel Teneur, qui avait tenu des propos concernant des clés d'un voilier. Ça, il a justifié en disant qu'en fait, c'était un quiproquo, qu'il avait juste caché des clés dans une maquette de voilier chez lui. Et un autre, donc le Michel Rétif dont je vous ai parlé, avec qui il est parti aux États-Unis, qui lui se trouvait en même temps que Xavier Dupont de Ligonnès dans le Var. Mais pareil, il a justifié ça en disant qu'il est allé chercher sa fille. Alors en plus, ce Michel Rétif, il aurait été en contact avec un gars qui est pilote d'avion. Et cette piste, elle n'aurait pas été creusée. Mais bon, je vois mal comment il aurait pu embrigader un gars pour être le complice d'un gars qui a commis un quintuple homicide. Contre quoi? Xavier Dupont de Ligonnès, apparemment, il n'avait pas d'argent. Et l'autre, il n'allait pas prendre le risque de tomber pour complicité de meurtre, pour le fun, juste pour un ami, qui n'est même pas son ami, qui est l'ami d'un ami. Il y a eu la piste aussi, où il se serait caché apparemment dans la forêt, ou pour y vivre, ou pour se suicider. Parce que, bon, Xavier Dupont de Ligonnès, il a une cousine à le Var, qui sera apparemment un ermite. Mais bon, ils ont fouillé donc autour de Roquebrune-sur-Argent, dans les forêts, etc. Ils n'ont rien trouvé. Mais la police, ils estiment que là où il a disparu, ils ne peuvent pas fouiller de partout. Parce que c'est trop escarpé, il y a trop de recoins, ils ne peuvent pas tout fouiller. Mais bon, à 11 ans, c'est possible que quelqu'un aurait trouvé quelque chose. Sauf si c'est vraiment mis dans un endroit très 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 reculé. C'est toujours pareil. Il y a eu aussi des mines qui se situent au Maillon. Ça, j'avais pensé de suite à ça. Quand j'ai pris connaissance de la tuerie et que j'avais regardé un peu la map, tout ça, ça m'avait fait penser à ça. Pourquoi? Parce que là-bas, en fait, il y a déjà eu des corps qui ont été cachés dans ces mines. C'était en rapport avec la tuerie d'Oriol. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez, il y a une fête entrer l'accusé sur ça. Il y a certains des corps qui avaient été retrouvés là-bas. Et c'est vrai que quand vous voyez où il est, la dernière fois où il a été aperçu à Roquebrune-sur-Argent, s'il part par les forêts, il peut rejoindre là-bas. Mais bon, ça n'a rien donné. Après, il faut voir comment ça a été fouillé, parce que c'est pareil, c'est pas évident à fouiller des trucs comme ça. Dans les forêts, un coup, ils avaient retrouvé des os, mais bon, finalement, c'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Sinon, comme piste, après, il y a eu un courrier qui avait été envoyé aux journaux, comme quoi Xavier Dupont de Ligonnès, il disait qu'il était vivant, mais bon, ça n'a rien donné non plus. Ils ont fouillé un monastère à Roquebrune-sur-Argent, là où il a disparu. C'était pas lui, c'était un gars qui lui ressemblait, un des moines qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et après, il y a eu l'arrestation là qu'il y a eu à Glasgow, la mascarade là. Sur ce coup-là, c'était vraiment du lourd. Hein.
Bon, je vais pas revenir en détail sur toute l'histoire. Si vous voulez des détails, allez sur internet, vous trouvez tout. Je peux pas le faire là, sinon ça ne sort plus. Mais bon, ils ont pris un gars qui s'appelle Guy Joao, qui a rien à voir avec Xavier Dupont de Ligonnès. Ils ont cru que c'était lui. Donc après, il a fallu faire des vérifications. Et à la fin, c'était pas du tout Xavier Dupont de Ligonnès. Sinon, dernière piste, après, il y a un couple qui aurait vu un clochard dans la rue, il aurait invité à boire un café avec eux. Ils ont pensé que c'était Xavier Dupont de Ligonnès. Ils ont contacté un gars qui fait des livres sur les disparitions. Tout le monde croyait que c'était Xavier Dupont de Ligonnès. Ils pensaient l'avoir retrouvé, et puis finalement, ça a fait pchit aussi. Sinon, depuis, rien du tout. Voyons maintenant ce qui a pu se passer. Ce qui peut avoir fait qu'il n'a jamais été retrouvé. Première hypothèse, il vivote dans la forêt, comme son cousin ermite du Var. D'ailleurs, dans le Var, il a plusieurs points de chute. Il connaît la Seine, il connaît Sainte-Maxime, il connaît l'Orgue, il connaît Draguignan, il connaît Saint-Tropez, il connaît... Bon, c'est pas le Var, c'est à côté Cannes. Il connaît aussi Aix. Voilà, il peut se cacher dans ces régions, ou même dans d'autres régions de France, ou même être passé par la forêt pour aller à l'étranger. Et voilà, il vivrait dans les bois, il boufferait des racines, il trapperait des animaux. Ça, c'est déjà vu. Vous avez des gens qui ont vécu pendant 25 ans dans les forêts. Et peut-être que de temps en temps, il sort des bois pour commettre quelques rapines dans des maisons isolées, voler un peu à manger, voler un peu ci, voler un peu là. Ça a été vu aussi. Ça, c'est l'hypothèse la moins probable, dans mon sens. Voilà, la police, elle le sait que quand il y a des gens qui sont à cavale, ils marchent pour être moins repérés. Et ils disent qu'entre le temps où il a été vu pour la dernière fois et le temps où l'enquête elle a commencé, il a pu parcourir 500 km. Donc vous voyez, par exemple dans la disparition de Lucas Tronche, quand je vous disais ça, que Lucas Tronche il a pu s'éloigner à pied de Bagnols-sur-Cèze, qu'il fallait chercher dans les forêts plus loin que Bagnols, dans les villes autour, vous voyez que c'est pas n'importe quoi. Voyons maintenant l'hypothèse de la fuite à l'étranger. Bon, si on se fie à la direction que Xavier Dupont de Ligonnès a pris, ce que je pense, c'est qu'il essayait de rejoindre ou la Serbie ou la Bosnie. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est des pays qui n'extradent pas. S'il est arrêté là-bas, il ne sera pas forcément extradé vers la France, parce qu'il n'y a pas de traité d'extradition. Dans tous les cas, qu'il soit parti dans les Balkans, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique ou n'importe où, il y a un problème qui se pose, c'est celui de l'argent et des faux documents, parce que ce ne sera pas viable sa cavale s'il n'a pas de faux documents. À ce niveau-là, les enquêteurs ils ont estimé qu'il avait personne dans son entourage en mesure de lui fournir des faux documents. Il aurait pu essayer de s'en procurer auprès de filières, mais il aurait été sûrement balancé. Pour l'argent, je pense avoir une explication. On sait que Xavier Dupont de Ligonnès, donc, il n'hésitait pas à faire des pyramides de Ponzi. Aussi, quand il était jeune, il avait exporté des véhicules depuis les États-Unis en bidouillant son nom, en disant un coup Dupont, un coup Ligonnès et blablabla. C'est une personne qui n'a pas hésité à cambrioler son propre ami. Une personne qui a fait des chèques de son père, qui a imité sa signature le jour même de sa mort. Il a pris le chéquier, il a fait des faux chèques. Donc c'est quelqu'un qui est un escroc en gros. Après la tuerie, les enquêteurs ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient débarrassés de tous les ordinateurs, etc. Alors qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a pu tout simplement faire le brouteur. C'est pas qu'en Afrique qu'il y a des brouteurs. Des arnaques sur internet, il y en a des masses, il y en a des centaines, des milliers de différentes. Et elles sont pratiquées pas que par des brouteurs en Afrique, comme je vous dis. Donc il a pu faire ça. Et s'il est vivant à l'heure actuelle, il peut vivre même comme ça. On a résolu le problème de l'argent, maintenant reste le problème des papiers.
Et c'est là que je vais vous donner une piste en exclusivité, une piste qui n'est jamais sortie dans les médias et qui n'a peut-être même jamais été suivie par les enquêteurs. Qu'est-ce qu'on sait de Xavier Dupont de Ligonnès, à part que c'était un petit escroc qui était endetté? C'est que c'était un homme qui avait des maîtresses. La piste des maîtresses, comme je vous ai dit, elle a été refermée. Mais on peut voir déjà que c'est un chaud lapin. Enfin, sa femme se plaignait que c'était pas un chaud lapin, justement. Mais c'est normal, parce que s'il avait des maîtresses à côté, et après il avait plus envie de coucher avec sa femme, peut-être. Mais la question que je me pose, c'est en plus des maîtresses, est-ce qu'il se payait pas les services de professionnels, ce monsieur? En gros, dit autrement, est-ce qu'il allait pas aux putes? Parce que là, ça expliquerait beaucoup de choses. Niveau des papiers, lui, il n'a pas de connexion pour se fournir des papiers. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fréquenté une des prostituées, qui serait devenue une de ses habituelles, avec qui il a sympathisé? Et est-ce qu'il ne se serait pas fait fournir des papiers par elle? Parce que les prostituées, elles baignent déjà dans le monde criminel, elles ont des connexions, elles connaissent tout le monde, elles sont en mesure de trouver quelqu'un qui peut lui fournir des papiers. Dans ce cas-là, ça n'aurait pas laissé de traces au niveau de l'enquête, puisque la prostituée, il aurait rejoint la nuit sans avoir besoin de l'appeler, il aurait rejoint directement. Donc personne n'aurait su que ça faisait partie de son entourage. Et voilà, il aurait pu obtenir les papiers comme ça. Et quand j'ai pensé à cette hypothèse, que j'ai commencé à la creuser, regardez ce que je me suis rendu compte. Que le quartier où il habite, Xavier Dupont de Ligonnès, le boulevard Schumann et le rond-point de Rennes, etc., c'est un haut lieu de la prostitution à Nantes. Et à Nantes, c'est arrivé déjà qu'ils arrêtent des réseaux de prostitution qui faisaient aussi dans les faux papiers. Donc vous voyez, ce que je dis, ça tient la route. Donc là, on a réglé le problème de l'argent et le problème des faux papiers. Maintenant, vous vous dites, ok, s'il avait été à l'étranger, peut-être que des gens l'auraient vu, ils auraient appelé la police, etc. Mais admettons qu'il soit parti carrément avec une de ces prostituées, parce que ça arrive tous les jours qu'il y ait des clients qui tombent amoureux d'une prostituée, ça arrive tous les jours. Mais de temps en temps, ça arrive que la prostituée tombe amoureuse du client aussi. Surtout, par exemple, si elle avait besoin de s'extirper du réseau ou quoi, que lui, il a pu lui promettre de la sortir de là, tout ça, que vous allez vous dire, ouais, mais il allait pas se mettre contre une bande de proxos. Mais Xavier Dupont de Ligonnès, c'est pas une demi-sel. Il n'a pas hésité à dézinguer 5 personnes, des membres de sa propre famille. Vous imaginez bien que s'il avait des embrouilles avec un gang de Rome, il n'allait pas hésiter à défourailler. Donc peut-être qu'il a disparu avec une des prostituées, qu'il a fait le trajet, tout ça, vers le Var seul, et qu'après, elle l'a pris en charge et qu'ils sont partis dans les Balkans. Que la plupart des prostituées qu'il y a, elles sont originaires de là-bas. Les gens, ils disent, ouais, les prostituées bulgares, les roumaines, les blablabla, les blablabla. Mais en général, c'est pas des roumaines, des bulgares, tout ça. Elles sont de là-bas, mais elles font partie de la communauté rome. Donc, s'ils sont partis là-bas et qu'ils sont dans un village de Rome, là-bas, je peux vous garantir que personne n'appellera la police. Ils sont très peu enclins à parler avec la police. Pour un peu qu'ils soient dans un village rome, en Serbie ou en Bosnie, ça rajoute au fait qu'il n'y a pas d'extradition, vous n'êtes pas prêt de lui mettre la main dessus si c'est ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette piste. Moi, c'est pas celle que je privilégie le plus. Là, on va passer à celle que je privilégie le plus. C'est la piste du suicide. Voilà, parce que quand vous prenez tous les éléments, ça peut laisser penser qu'il a préparé une cavale. Par exemple, à un moment, il laisse une carte sur un frigo, une carte routière, genre. Mais est-ce que tout ça, c'est pas pour envoyer justement les flics sur la piste de la cavale et lui aller se suicider dans un coin, tout simplement? Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, donc la piste du suicide, on a vu que les environs de Roquebrune-sur-Argent, ils ont été fouillés.
Mais il y a une piste qui n'a pas été évoquée et qui pourtant fait sens, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès, sa famille, elle était très religieuse. Comme je vous ai dit, sa sœur et sa mère, ils font partie d'une secte, et ses enfants et sa femme, ils étaient très religieux, ils étaient beaucoup dans la religion, etc. Lui, il a été aussi, même si à des périodes, il disait ne plus croire, il a quand même, quand il a enterré la famille, il a quand même mis des signes religieux dans les sacs de couchage avec eux. Et Xavier et Agnès, ils ont vécu dans le Var. Ils ne pouvaient donc pas ignorer que dans le Var se trouve le troisième tombeau de la chrétienté, c'est-à-dire un endroit très important pour les chrétiens. Cet endroit, il se situe pas à Sainte-Maxime, mais à Saint-Maximin. Là-bas se trouve une basilique où il y a les os de Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine. C'est une femme qui a suivi le Christ dans ses derniers jours, qui a assisté à son martyre et à sa résurrection. Et pas loin de Saint-Maximin, il y a une grotte où vivait Marie-Madeleine, qui se situe dans le massif de la Sainte-Baume, qui est 10 fois plus gros que le massif où il a disparu à Roquebrune-sur-Argent. Cette grotte, elle est près de la ville de Plandops. Est-ce qu'il ne serait pas monté là-bas pour se suicider là-bas? Parce que là-bas, c'est immense. Il y a très souvent des gens qui se perdent. Il y a très souvent des gens qui se suicident. Il y a des centaines d'endroits où il aurait pu se cacher et se suicider. Il y a un gars qui a essayé de relever le plus de gouffres possible. Il en a relevé plus de 200. Plus tous ceux qui sont inconnus. S'il est allé là-bas, il ne sera jamais retrouvé. Il a pu, le jour où il a disparu, à 4h10, il a été vu la dernière fois, il a pu tout simplement prendre un car ou le train, parce qu'il n'était pas encore recherché à l'époque. C'était quasiment une semaine avant la découverte des corps. Il suffisait qu'il se grime un peu, tout simplement en se mettant une casquette et des lunettes noires. C'est comme ça qu'essayent de se dissimuler les stars à Hollywood quand elles se baladent dans la rue. Elles se dissimulent comme ça. Vous vous mettez une casquette bien enfoncée et des lunettes noires, vous êtes méconnaissable. Et de toute façon, il serait passé inaperçu parce que personne ne savait qu'il était recherché. Et vous allez demander à un chauffeur de car, ouais, est-ce que vous n'avez pas vu ce gars, je sais pas combien de temps après, une semaine après, qu'il se souvient pas de tous ses passagers. Surtout si le gars il était grimé, il se souviendrait jamais de lui. Sinon, autre hypothèse du suicide, tout simplement qu'il s'est foutu à la flotte. Comment ça aurait pu se passer? Quand la police a retrouvé la C5, elle était pleine de poussière. Xavier Dupont de Ligonnès, il a été vu en train de mettre dans le coffre une genre de valise qui aurait pu être une valise d'ordinateur, et après il est parti avec une genre de housse de costume où il aurait pu avoir la carabine. Mais on ne sait pas ce qu'il y avait dans le coffre. S'il faut le matin, quand il est parti, il est allé déposer tout du matériel quelque part dans la forêt. Après il est revenu à l'hôtel faire ce qu'il avait à faire, et il est reparti, le soir il s'est suicidé. Comment il aurait fait pour se mettre à l'eau sans que le corps y remonte, tout ça? Facilement explicable. Il a pu acheter les petits bateaux pneumatiques là que vous achetez pour les enfants, mais un peu plus gros, il y en a des bons. Ça a plié, ça rentre dans un sac à dos. Il aurait pu prendre des filets de pêche bien costauds, pas des filets de pêche bien sûr de professionnels, mais d'amateurs, mais des filets de pêche. Des ancres grappins, de quoi se lester. Et voilà, le soir, à la tombée de la nuit, il sortait, il a dû aller pas loin de la forêt, là où ça donnait sur la mer. Il gonflait le bateau à la main ou avec un petit gonfleur. Pareil, un petit gonfleur serré, s'il faut, il avait ça dans le coffre aussi. Il se laissait dériver le plus longtemps possible. Quand il voulait se suicider, il s'accrochait avec le filet, tout ça, pour pas que les membres y remontent quand ça se décompose.
Les ancres grappées, ça retient des bateaux, donc un corps, ça risque pas de remonter à la surface. Plus s'il est lesté, donc voilà, il va au milieu de la mer, accroché comme je vous expliquais là. Il se met une balle dans la tête, il coule et puis on n'en parle plus. Voilà, vous savez maintenant ce que je pense de cette affaire. Laissez-moi savoir ce que vous pensez. Parce que bon, ça va être encore une vidéo qui va faire 300 vues. Mais bon, commentez. Montrez signe de vie. Votre avis m'intéresse. C'est en discutant qu'on peut trouver des solutions. Voilà, merci de votre attention.